Voilà, je vous propose d'écouter Marion Saucé. C'est moi. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler du marketing des boissons sucrées. Aujourd'hui, on va rentrer de plein fouet dans les stratégies marketing dont on a un petit peu entendu parler tout au long de la journée, mais finalement, on s'est concentré sur l'impact de la télévision sur les comportements, l'impact de la télévision sur la violence, etc. Nous, on s'est intéressé à l'impact des médias sur l'obésité infantile, puisque le temps d'écran est également corrélé à l'obésité infantile. Donc ça, c'est une petite introduction. Je vais me présenter quand même rapidement. Actuellement, je suis chargée de projet en éducation pour la santé, en promotion de la santé à Grenoble. Mais j'ai eu la chance de passer 3 ans au Québec au sein de la coalition québécoise sur la problématique du poids, en tant qu'analyste en marketing alimentaire. Donc les travaux que je vais vous présenter aujourd'hui sont des travaux que j'ai réalisés dans le cadre de mes missions au sein de la coalition poids, dont le mandat est de susciter les appuis nécessaires pour revendiquer des modifications législatives et réglementaires, ainsi que des politiques publiques dans 3 secteurs stratégiques, donc le secteur agroalimentaire, le secteur socioculturel et l'environnement bâti, afin de favoriser la mise en place d'environnements facilitant les choix santé qui contribueront à prévenir les problèmes de poids. Donc là, on est dans le volet un peu plus politique de la chose. Donc dans le cadre de mes missions, j'ai rédigé un rapport sur une année sur les dessous du marketing des boissons sucrées. C'est un rapport qui s'intégrait dans un projet plus global de réduction du pouvoir d'attraction des boissons sucrées. Ce rapport comporte 4 tomes. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur le tome 4 qui s'intéressait à la promotion, mais on s'est aussi intéressé aux stratégies marketing concernant le produit en lui-même, donc la diversité des produits pour répondre à un marché segmenté. On s'est intéressé aux stratégies marketing relatives au prix et puis à la distribution. Je vous mets en contexte rapidement pourquoi les boissons sucrées, c'est vraiment la seule pratique alimentaire qui est constamment associée au surpoids chez les enfants, avec la consommation d'une boisson par jour qui augmenterait le risque d'obésité de 60%. Ce qui n'est pas négligeable, et il y a un réel consensus scientifique autour de l'impact néfaste des boissons sucrées sur la santé. Sur l'obésité, c'est une chose, mais il y a aussi d'autres impacts qui ne sont pas négligés, notamment sur le diabète de type 2, syndrome métabolique, hypertension, maladies cardiovasculaires, santé dentaire, santé osseuse. En termes de consommation au Québec et au Canada, c'est assez important et assez inquiétant. Chez les jeunes enfants également, puisque 20% des enfants de 4 ans consomment chaque jour des boissons sucrées. Mais il y a quand même un pic qui est très net et flagrant chez les adolescents au Canada, mais au Québec et aussi en France, puisque j'ai trouvé les chiffres français. Donc un sommet chez les 14-18 ans, avec quand même 1 demi-litre de boissons sucrées par jour chez les garçons et 1/3 de litre chez les filles, ce qui amène les boissons sucrées à être la principale source de sucre chez ces jeunes de 9 à 18 ans. En France, on n'est pas forcément mieux, puisque les chiffres que j'ai trouvés parlent d'environ 1/3 de litre par jour pour les adolescents de 12 à 19 ans de boissons sucrées. Pourquoi on s'est intéressé au marketing de ces produits plus particulièrement ? Parce qu'il y a aussi un consensus scientifique sur le fait que l'intensité du marketing des aliments à haute teneur énergétique et à faible valeur nutritive dont font partie les boissons sucrées, c'est relié, c'est un facteur probable de l'épidémie d'obésité. Donc l'OMS en a fait vraiment une priorité dans sa stratégie de lutte aux maladies chroniques. Il faut savoir que la plupart du marketing destiné aux enfants à travers le monde vise à promouvoir des aliments gras, sucrés et salés. Et puis que ce marketing, il a un impact, le marketing de l'industrie agroalimentaire, puisqu'il influence à la fois les connaissances envers la malbouffe et donc les potentielles demandes qui vont suivre auprès des parents. Je ne sais pas si vous connaissez le NAG Factor, qui est le facteur de harcèlement des enfants qui vont venir réclamer des bobs l'éponge et autres. Et puis les préférences et les comportements alimentaires. Donc on s'est vraiment intéressé au marketing de ces produits pour faire le point sur les stratégies existantes et pouvoir être en mesure de proposer des pistes de travail au gouvernement québécois et au gouvernement fédéral, donc canadien, qui sont directement reliés à ce qu'on a pu trouver dans le cadre de cette recherche. Pourquoi l'industrie cible les jeunes ? Ben évidemment pour leur pouvoir d'achat direct,
leur argent de poche. On sait qu'il est de plus en plus important en France et ailleurs. Et indirect, puisque le pouvoir d'achat indirect, donc les influences des achats parentaux, n'est vraiment pas négligeable. Les enfants seraient responsables du choix de plus de 30% des produits qui entrent dans les paniers d'épicerie des parents. Et les boissons gazeuses arrivent en deuxième position concernant ces demandes-là. Un consommateur conquis jeune est un consommateur fidèle. Il y a une très belle, c'est ironique, une très belle phrase de l'industrie qui dit du berceau au tombeau. Donc vraiment, on cherche à viser le jeune enfant, très jeune enfant, le bébé notamment, avec toutes les nouvelles chaînes qu'on a, les bébés Einstein et compagnie, pour essayer de les fidéliser sur du plus long terme. Les enfants et les adolescents sont vulnérables par rapport à certaines des stratégies marketing que je vais vous évoquer aujourd'hui, notamment les stratégies marketing un peu plus insidieuses qui contournent un petit peu le traitement actif de l'information. Donc au-delà de la publicité télévisée, on va parler un petit peu du placement de produits dans les films, on va parler du placement de produits dans les jeux vidéo, puisqu'a priori, ils y jouent pas mal, ce qu'ils nous disaient ce matin. Donc on va faire un petit tour rapide. Et puis l'industrie cible les jeunes. Pourquoi? Grâce à leur capacité virale qui permet à l'industrie de réduire ses coûts et d'utiliser les jeunes finalement comme des vecteurs de communication pour qu'ils diffusent, non seulement qu'ils la construisent parfois cette information, et puis qu'ils la diffusent à leur pairs. Bon, ça, c'est quelques petits chiffres pour vous illustrer les dépenses des boissons gazeuses. Donc c'est aux États-Unis chez les 12-17 ans. 96, donc c'est un rapport de la, excusez mon anglais, de la Federal Trade Commission qui étudiait le marketing chez les enfants et les adolescents, donc le marketing des boissons gazeuses, et 96% des dépenses en marketing destinées aux jeunes ciblaient directement les adolescents. Donc c'est vraiment une cible privilégiée, en tout cas pour ces produits-là. Et puis après, vous avez quelques chiffres pour à la fois la publicité ciblée, les commandites d'athlètes, ça on va en parler un petit peu, l'utilisation de célébrités aussi, et puis les événements marketing destinés aux adolescents qui représentent quand même une grosse partie des investissements. Alors là, ça marche, c'est anecdotique hein, parce que j'ai pris ça sur le site de Coca-Cola, donc en termes de vérité scientifique, on a connu mieux, mais c'était juste pour vous montrer que sur la page de Coca-Cola, il est marqué que c'est la marque numéro 1 des 12-19 ans. Sur la diapo du bas, et sur l'autre que c'est la marque associée à l'optimisme la première marque associée à l'optimisme chez les 12-19 ans. Et ces résultats-là, ils correspondent directement à toute la stratégie marketing globale de Coca-Cola qui vise à créer une image de marque associée au bonheur et à la joie. Ils ont un observatoire du bonheur, c'est très intéressant d'aller fouiller sur le site de Coca-Cola, on apprend plein de choses. Donc, on rentre dans le vif du sujet, l'aperçu des stratégies marketing de l'industrie des boissons sucrées, comment l'industrie cible les jeunes et les fidélise. Donc, on est vraiment sur l'idée de créer une image de marque forte à laquelle les jeunes peuvent s'identifier. On est sur une communication généralement multiplateforme, donc qui multiplie les points de contact avec le consommateur. On ne va pas être juste sur Internet, on va être sur la télé, on va créer des événements, on va faire de la commandite, etc. On va tout faire en même temps. Et une forte capacité d'adaptation à la cible. Donc quand je parle de promotion, je parle, oui, effectivement, de publicité, mais on va voir que la promotion, elle se fait aussi à travers les sites internet. La commandite, alors je ne sais plus si ça se dit en France, c'est le sponsoring, c'est le terme québécois, j'ai repris des diapos avec l'autorisation de la Coalition Poids. Les advergames, on va en parler un petit peu, les jeux concours, la philanthropie, ça j'en parlerai moins. Je vais juste l'évoquer avec les petits ours polaires de Coca-Cola. Et puis les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment un des éléments du mix marketing, donc qui comprend les 4P, le produit, le prix, la place en anglais, donc pour la distribution et la promotion. Et cet élément, il est clé dans le sens où il va permettre de se distinguer sur un marché qui est assez important en termes de boissons sucrées. Donc au niveau des stratégies à considérer, il y a une offre de plus en plus importante et diversifiée de canaux et d'outils de communication, donc ça je l'ai dit, qui multiplie les points de contact avec le consommateur, mais on n'est plus sur une promotion qui fait la promotion du produit directement, mais plus sur la promotion d'une image forte et de créer un lien émotionnel avec les jeunes.
Alors pour ce faire, on va les rejoindre dans leurs loisirs, dans leurs intérêts, dans leurs passions. On va voir comment. Et puis, sur l'adaptation à la cible, là, je vous ai mis un petit exemple. J'aime beaucoup surfer sur le site de Coca-Cola, c'est une de mes activités favorites. Donc, quand on lit les petits descriptifs, alors là, je pense que personne n'arrive à lire, ça doit être tout petit. Mais sur Sprite, ça va être la boisson des gens qui font de la glisse, la boisson cool qui existe depuis un peu plus longtemps que les autres. Fanta, c'est vraiment associé à la bonne humeur, au fait de ne pas se prendre la tête, d'être cool. Le vitamine water, c'est plus... Alors, il y a un vitamine water qui va être pour les réveils difficiles, un autre qui va être pour faire la fête. Enfin, il y a des vitamines water qui s'adaptent à toute la clientèle, mais là, on vise plus des adolescents, jeunes adultes. Et puis, la boisson des sportifs qui reste néanmoins une boisson sucrée qui n'est pas à consommer sans modération. Et ça, on a un petit peu tendance à l'oublier. Donc, au niveau de la télévision... Je me suis concentrée sur la télévision, Internet et les téléphones cellulaires. Le rapport il est beaucoup plus exhaustif. Là, j'ai peu de temps, donc j'ai fait ça rapidement. Mais il est disponible en ligne si ça vous intéresse et que vous voulez aller consulter le rapport complet. Il est sur le site de la Coalition. Donc, en termes de télévision, ça a été évoqué plusieurs fois. Ça reste le principal contact des enfants avec l'activité publicitaire. Elle permet, comme toutes les stratégies marketing, de connecter avec les consommateurs en évoquant une réaction émotionnelle. Elle est également utilisée pour inciter les téléspectateurs de plus en plus à visiter les sites web de la marque ou encore les médias sociaux associés pour les engager sur une plus longue période. C'est un excellent support pour promouvoir l'association des marques avec des vedettes, on va le voir, avec des activités philanthropiques ou encore avec la commandite. Je le redis, les produits sont de plus en plus relégués au second plan, c'est vraiment pas la priorité des publicitaires. On joue vraiment sur l'image de marque pour que le jeune puisse s'identifier à la marque. Donc là, j'ai une petite vidéo que je trouve intéressante, peut-être que vous la connaissez déjà, la publicité de Red Bull avec le petit garçon. Ça dure pas longtemps, donc si on peut la regarder. S'il te plaît, maman, s'il te plaît, j'ai trop envie d'aller au club pour les grands. Quand les cochons auront des ailes, jeune homme. Mais c'est pas vrai. Eh oui, Red Bull donne des ailes. Voilà, donc ça, c'est le genre de publicité qui passe à la télévision, à des heures de grande écoute, et on se demande quelle est la cible, quelle est la cible de ce genre de publicité qui est pour une boisson qui est a priori destinée à des adultes, parce qu'il y a un fort taux de caféine dans ces boissons-là. Or, on utilise une stratégie qui est plus que douteuse. J'avais aussi une publicité de Coca-Cola, donc avec les ours polaires, ça je pense que tout le monde l'a vu, surtout au moment de la période de Noël où ils nous la ressortent tous les ans. Donc là, on est vraiment sur une autre image de marque différente, plus sur des notions de famille, de bonheur. C'est vraiment ça que Coca-Cola prône. Petite parenthèse, la philanthropie, Coca-Cola est une association de longue durée avec le WWF, donc, qui protège notamment, entre autres, les ours polaires. Donc, plus vous consommez de Coca-Cola, plus vous protégez les ours polaires. C'est un petit peu ça qui est relayé sur le site internet de Coca-Cola. Ce qu'il faut savoir, c'est que les bouteilles de Coca-Cola sont les plus grands pollueurs des parcs naturels aux États-Unis. Donc, le parallèle est toujours intéressant à faire. Donc ça, c'est des activités philanthropiques dont je ne vous parlerai pas, mais qui existent et qui sont assez importantes. Une autre stratégie marketing donc, qui est relayée à la fois à la télévision, mais aussi au cinéma, donc le placement de produits. Alors les jeunes ne sont pas forcément critiques par rapport à ce genre de stratégie publicitaire, parce que ça apparaît tout à fait normal qu'on puisse retrouver une bouteille de Coca-Cola sur une scène familiale. Donc ça contourne vraiment le traitement actif de l'information publicitaire. Mais il ne faut pas oublier que ces marques, ces grandes marques payent pour être là, que c'est pas anodin qu'il y ait ce Coca-Cola sur American Idol ou sur la scène du film à côté. Ça a un impact direct sur les conséquences et les choix alimentaires. Il y a une petite étude qui a été faite rapidement, je vous en parle, avec Pepsi, où on a exposé des jeunes adolescents à un petit film avec un placement de produit et le même petit film sans placement de produit. On leur a offert un Coca et un Pepsi à la fin du film. Et évidemment, ceux qui avaient été exposés au placement de produit ont choisi spontanément
le Pepsi plus que le Coca-Cola, sans forcément se rappeler avoir vu le Pepsi dans le film. Les jeux vidéo, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, donc il y a de la publicité dans les jeux vidéo. Là, c'est encore une fois de la publicité pour les boissons sucrées, puisque c'était le sujet de la recherche. Vous pouvez le voir dans les jeux de basket, on a Sprite derrière, donc ça apparaît vraiment de façon naturelle, comme ça pourrait apparaître dans un vrai match de basket sur des panneaux publicitaires. Bon, j'ai plus que 3 minutes, donc je me dépêche. Les images sont parlantes d'elles-mêmes. Les associations avec des vedettes, ça marche beaucoup avec les jeunes. J'ai essayé de trouver des publicités françaises. Donc pour Pepsi, on a Cantona et Beyoncé qui ont fait de la pub, qui sont associés à Pepsi. On a Teddy Riner aussi, Cœur de pirate. Messi, puisque Pepsi est commanditaire aussi de la Coupe du Monde de football qui va arriver dans pas longtemps avec Coca-Cola. Donc ils sont dans tous les grands événements. Voilà la diapo d'après. Donc télévisés qui rejoignent un nombre de personnes très très important. Et encore une fois, c'est le genre de stratégie marketing où on n'est pas forcément conscient de voir les marques et pourtant ça a un impact direct sur notre cerveau. On est exposé pendant tout un match de football aux bannières Coca-Cola qui se diffusent tout au long du match. Internet. Donc, moyen efficace, les sites internet, à la fois de tenir les fans et les consommateurs au courant des nouveaux produits sur le marché, des promotions, mais aussi d'interagir avec eux à travers les concours, à travers les jeux qu'ils peuvent proposer, d'en apprendre plus sur eux, parce que ça, c'est vraiment une mine d'or. Dès qu'on s'inscrit, il faut s'inscrire pour pouvoir jouer souvent avec adresse, numéro de téléphone, mail, et puis après, on est bombardé de publicités ciblées, comme c'est noté en dessous. Et on les incite très fortement à communiquer avec leurs pairs sur la marque, avec les partager sur Facebook, mais avec bien d'autres choses. Ça, je passe. Les sites web. Donc l'essentiel pour la marque, c'est de rejoindre le jeune consommateur en lui proposant un contenu proche de ses centres d'intérêt et en le fidélisant, lui proposant des activités diverses. Donc il y a un contenu qui est régulièrement mis à jour pour inciter le jeune à revenir régulièrement. À se mobiliser, à s'investir dans le site web. De plus en plus sur Facebook, il y a des micro-sondages qui sont faits pour savoir quel produit ils préfèrent, quelle saveur ils voudraient voir pour cet été, etc. Donc on les investit vraiment là-dedans. Et les jeux, donc avec les Advergames, on va en parler, et consommer, puisqu'il y a un site, alors qui n'existe pas en France, mais qui existait au Québec, qui incitait les jeunes à rentrer les petits numéros qu'on trouve sous les capsules de Coca-Cola pour pouvoir accumuler des points et gagner des cadeaux. Donc ça, c'est quelques exemples de sites internet. Sur le site de Red Bull, c'est pareil, c'est intéressant à aller voir parce qu'on n'y fait pratiquement pas mention du produit en lui-même, mais on fait mention que des activités de commandité et des athlètes qui s'associent à la marque. Les goodies avec les petits bonus, Oasis, ils proposent toutes sortes d'écrans de veille, d'icônes, on peut créer des avatars Oasis à notre nom, etc. Fanta, c'est un peu la même chose, il y a des économiseurs d'écran, donc on peut avoir un économiseur d'écran Fanta sur son ordinateur, sur son téléphone portable. Les réseaux sociaux, ça c'était juste pour vous montrer qu'ils y sont tous, maintenant c'est une norme d'être sur les médias sociaux et un potentiel de retombée immense puisque vous pouvez le voir, Coca-Cola a 76 millions de j'aime sur Facebook notamment. Donc à chaque fois qu'ils publient une activité, c'est 76 millions, potentiellement plus avec la capacité virale qui vont être informés des nouveautés de la marque. Donc pourquoi ils sont utilisés? À la fois pour promouvoir les marques, en apprendre davantage sur les consommateurs, sur leur consommation, donc leur sentiment à l'égard des produits, ça c'est les petits votes dont je vous parlais, et sur leur perception de la marque. Créer un lien émotionnel, encore une fois, engager les consommateurs, et puis ça leur permet aussi de réguler le contenu online qui est fait sur eux. Les jeunes deviennent des vrais vecteurs de communication à travers le marketing viral. Donc à moindre coût, ça je vous en ai parlé, des potentiels de retombées immenses, une rapidité de diffusion et puis le message qui bénéficie mine de rien d'une connotation positive puisque si mon copain X a aimé cette vidéo, il y a quand même de grandes chances que ça soit sympa et que moi aussi j'ai envie de la voir et ainsi de suite et ainsi de suite. Et puis c'est des tout malins puisque Red Bull invite les jeunes à créer des publicités sous prétexte de gagner je ne sais quoi. Donc c'est les jeunes qui sont même créateurs de contenu pour la marque, gratos, et qui les partagent à leurs copains. Donc là, vous allez le voir partout, c'est un concours Fanta qui se met en place où les jeunes sont invités à relever 100 défis et à le partager sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter.
Ça, je ne vous en parlerai pas. Les advert games, donc je vous parlais, ça c'est des jeux publicitaires qui sont gratuits en général sur les sites web des différentes marques. Encore une fois, c'est peu coûteux, ça favorise une exposition prolongée à la marque et ça forcément impacte sur la reconnaissance de la marque. Téléphone portable, on a vu qu'avec les jeunes qui étaient présents ce matin, qu'ils s'en passent pas. Donc tous les médias sociaux existants se retrouvent sous forme d'applications pour les téléphones cellulaires, donc pour qu'on ait la mise à jour du contenu de façon systématique. Puis on retrouve aussi les advert games sur les téléphones qu'on peut télécharger souvent gratuitement. Et puis toutes sortes de petits jeux, d'économiseurs d'écran, encore une fois, etc. Et ça, c'est encore pas rendu en France, mais je pense que ça va s'en venir un jour ou l'autre. C'est la machine distributrice sociale, donc avec un écran tactile qui nous permet, en rentrant le numéro de téléphone de nos amis, de pouvoir leur envoyer des bons cadeaux, des petits smileys, depuis la machine Pepsi. Donc encore une fois, on rentre les coordonnées de nos amis là-dessus. Bon, pour l'instant, on n'en est encore pas là, pourvu que ça dure, mais ça existe. Ça, je voulais juste finir par ça. La Brigade du Bonheur, c'est une initiative développée au Québec en 2011, mais qui a été poursuivie parce que ça a tellement bien marché qu'ils se sont dit qu'ils allaient continuer à surfer sur ce créneau. Donc, c'est 4 jeunes qui ont été sélectionnés pour distribuer du bonheur aux jeunes Québécois. Donc déjà, l'étape de sélection des 4 jeunes, ça a été tout un pataquès. Ils nous ont tartiné sur les médias sociaux. Il fallait voter, c'était déjà tout un monde de sélectionner les 4 jeunes qui distribuaient du bonheur. Ils étaient vraiment sur toutes les plateformes médiatiques existantes, avec un site spécifique qui avait été créé pour cette occasion, évidemment sur les réseaux sociaux. Alors là, j'en ai pas du tout parlé, mais ça, vous retrouverez dans le rapport, la publicité radio, la publicité sur les médias imprimés. Ils étaient vraiment partout, et des campagnes de distribution massive dans les rues, sous prétexte de distribuer du bonheur, mais ce qu'ils nous distribuaient vraiment, c'était du Coca-Cola. Et vous avez le petit message en dessous, c'est pareil, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, sur la Brigade du Bonheur, donc qui dit ce jeudi et vendredi, la Brigade a envie de bouger, est-ce que c'est la rentrée dans votre école? Donc, ils s'inscrivent aussi dans les écoles et les lycées québécois pour distribuer du Coca-Cola et des petits cadeaux. Voilà, désolé pour le petit dépassement. Merci. Oui, ça marche là? Bien, bonjour. Je pense que ce que je vais présenter ici va tout à fait être cohérent avec ce qui vient d'être dit. On n'entend pas? Voilà, je m'approche. D'accord. Alors, moi j'ai choisi d'évoquer la question de la publicité par rapport aux enfants à travers le cas des programmes jeunesse diffusés par la télévision. Donc, alors, la publicité, en fait, j'avais pas vraiment choisi de travailler sur ce sujet-là. Justement, j'ai fait un cursus universitaire un petit peu sur le tard. J'étais à l'époque, justement, maman de trois enfants qui sont devenus grandes, 3 filles. Et dans le cadre de ce cursus universitaire, je m'étais intéressée au programme spécifiquement destiné à la jeunesse par la télévision française. Et j'avais choisi d'étudier un programme en particulier. À l'époque, il s'agissait du Club Dorothée. Voilà, j'attends souvent quand j'en parle, il y a une petite réaction dans la salle. Donc, à l'époque, j'ai enregistré des cassettes et des cassettes de Club Dorothée. Et pour la petite histoire que je raconte de temps en temps, j'avais donc dans ma vidéothèque des cassettes de Club Dorothée. Mes enfants, rentrant de l'école, me trouvaient devant la télévision et parfois rentraient avec des copines de l'école. Et il y a une copine de ma fille aînée qui lui a dit un jour « Marina, tu enregistres le Club Dorothée, toi ?» Et ma fille de répondre « Non, c'est pas moi, c'est ma mère. » Et à ce moment-là, ma fille m'a dit elle a
plus osé poser aucune question. Voilà. Donc, pour moi, ça a été une aventure quand même très importante. Ça a été vraiment un travail inaugural parce que, à partir de ce moment-là, j'ai compris beaucoup de choses sur la manière dont on s'adresse aux enfants qui représentent des cibles, qui sont des cibles à atteindre en tant que consommateurs. Et l'intérêt de travailler aussi sur les programmes jeunesse, c'est qu'ils se présentent un petit peu comme un programme général de télévision en réduction. Donc l'enseignement que l'on retire de l'analyse d'un programme jeunesse, on peut l'appliquer à la télévision d'une manière un peu plus générale. Donc on l'a vu, les enfants d'aujourd'hui grandissent dans un monde de communication commerciale extrêmement étendu, diversifié, sophistiqué, on nous l'a démontré. Ce sont des cibles vraiment privilégiées pour les professionnels du marketing et leurs commanditaires. Et pour cause, ils sont bien connus pour leur pouvoir d'achat, hein, ils ont de l'argent de poche, ce sont des prescripteurs et ce sont les consommateurs de demain. Donc on va les fidéliser très tôt et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles on veut développer la télé pour les bébés, les fidéliser très tôt et notamment pour viser un attachement durable aux marques. Hein. Donc, comme le disait justement un présentateur du journal télé de France 2 un soir, il s'agissait de coupe de football et on nous disait qu'au moment de la coupe de football, on mange des pizzas. Et dans le reportage, il y a quelqu'un qui est interviewé qui dit « On mange une pizza ». Non, il dit « C'est comme les choses qu'on apprend tout petit. On mange une pizza, on ne sait pas pourquoi. » Voilà, vous comprenez, c'est comme les choses. Et en fait, il s'avérait que ce reportage, c'était un reportage promotionnel pour les pizzas Hut. Voilà. Alors, donc les écrans sont les premiers supports de cette présence commerciale insistante. Et donc moi j'ai choisi de m'arrêter à la télévision parce que j'ai 20 minutes, il faut que je fasse vite et que je trouve que justement les pratiques que je vais essayer de démontrer à travers des exemples que je vais vous diffuser doivent être connues. La force du marketing aujourd'hui justement, elle est dans le fait qu'on ignore les techniques les plus subtiles. On connaît la publicité, on a parlé de publicité, de présence de la publicité dans les programmes jeunesse, mais il n'y a pas que la question des spots publicitaires. S'il n'y avait que ça encore, ce serait peut-être assez simple à résoudre. Un spot publicitaire, en général, il est reconnu et identifié pour ce qu'il est, donc image de publicité. Alors, les enfants savent assez tôt dire « ça, c'est de la publicité ». Après, il faut franchir une étape un peu plus importante pour dire « la publicité cherche à me vendre un produit ». Et il y a encore une étape qui est la dimension persuasive de la publicité, c'est-à-dire qu'il faut que l'enfant soit en mesure de reconnaître la manière dont la publicité s'y prend pour rendre son produit agréable et créer le désir d'achat. Mais bon, la publicité, quand elle est encadrée d'un indicatif de début, d'un indicatif de fin, voilà, elle est identifiable et c'est très important que la société civile défende absolument ces marques de repérage entre le contenu des programmes et le contenu de la publicité, justement pour permettre cette verbalisation dont on parlait tout à l'heure. Maintenant, donc je ne vais pas passer là
tout de suite un spot publicitaire. Je voudrais évoquer des méthodes beaucoup plus subtiles, beaucoup plus insidieuses, qui montrent, enfin, qui font qu'il y a une présence commerciale, persuasive, permanente dans les programmes jeunesse du début jusqu'à la fin. Donc je vais vous diffuser un premier exemple. Alors, donc c'est très court. Je l'ai recueilli dans les Totally Spies. Donc Totally Spies, c'est un dessin animé que vous connaissez peut-être. Vous pouvez lever la main, je vais faire comme Jacques. Voilà, il y a assez peu de personnes, pas tout à fait la moitié. Et c'est une coproduction franco-canadienne. Voilà. Alors, j'en dis pas plus pour l'instant, je vais m'expliquer après. Je vous laisse découvrir cet extrait. Qu'est-ce que c'est? Non, n'approchez pas. Et voilà des manières. Qui vous a enseigné l'attaque du triple flip club sandwich, jeune homme? Cette botte secrète des Super Spies est vraiment géniale. Ce que j'entends est affreusement familier. Mais je ne vous permets... Lâchez-moi. Combien de personnes a vu la marque? Voilà. Qu'est-ce que vous avez vu comme marque? Non, ce n'est pas les chaussures rouges, mais c'est une marque associée aux chaussures de sport. Qui a vu Nike? Nike. Ah, il y a beaucoup de personnes quand même. Alors peut-être que là, j'étais dans une situation où j'introduis le sujet. Donc, alors l'idéal, c'est de faire de la pose sur image et faire de l'image par image. C'est juste après, justement, la chaussure dans l'angle, là à droite. Juste après, on va voir Nike. Vous avez vu là peut-être, hein? Donc, voilà. Et vous savez qu'il suffit vraiment une fraction de seconde pour obtenir les effets escomptés en matière du cerveau, que le cerveau enregistre la marque. Alors, bon, il n'y a pas que ça à considérer. Voilà, présence d'une marque, c'est une méthode quasi subliminale. Hein. Voilà, la marque ici est associée au contenu émotionnel de la fiction animée. Hein. Elle intervient justement dans un moment de suspense, dans un moment de tension. Donc l'enfant là est capté par ce qui se joue dans l'histoire, dans le récit fictif, et donc il ne va pas avoir une conscience très claire de l'exposition à la marque. Hein. Donc ce que je veux dire aussi, c'est que le fait d'avoir associé un contenu émotionnel à la marque, ça fait que l'enfant, quand il va être quand va se présenter le moment d'acheter des chaussures de sport, eh bien, il ira plus volontiers vers cette marque auquel son cerveau a été exposé, plutôt que vers une autre, parce que, justement, il va être à la recherche de ces émotions-là. Vous comprenez? C'est cette association-là qui est intéressante aussi à démonter, parce qu'on cherche toujours à associer les marques à des émotions précises. Alors, il y a aussi un autre élément à prendre en compte, c'est que, vous savez que, bon, justement, j'ai dit que les écrans publicitaires, on les repère, on les identifie assez tôt comme tels. Or, justement, il y a eu des études qui ont montré que les téléspectateurs ont tendance à zapper pendant la publicité. Et s'ils ne zappent pas, de toute manière, ils mettent en place des filtres réceptifs. Ces filtres réceptifs font qu'ils se disent ça c'est de la publicité, donc soit ça m'intéresse, soit ça ne m'intéresse pas, mais ils exercent un jugement. Or, quand une marque est insérée dans une fiction ou ailleurs, dans le journal télé, même des chaînes publiques, hein, ou dans une émission de télé-réalité ou autre,
il n'y a pas de... Enfin, le téléspectateur ne met pas en place ces filtres réceptifs, puisqu'il est capté par soit la fiction, dans le cas de la fiction, le récit fictif, le moment de tension, de suspense, soit par exemple si la marque est présente dans le journal télé, eh bien, le contrat entre le téléspectateur et la chaîne, c'est de dire maintenant je vous présente les informations, donc le téléspectateur ne suspecte pas les intentions persuasives commerciales qui imprègnent le discours journalistique. Hein. Donc voilà, dans le cas présent, c'est une manière pour l'annonceur de déjouer le sens critique des enfants. Hein. Alors là, je vous montre un exemple, mais ça fait plus de 20 ans que je travaille sur ces questions-là, que je jette un coup d'œil au programme jeunesse. Et là, je vais faire un petit appel au secours parce que c'est un travail de titan et il faut les regarder, ces programmes. Mais j'ai trouvé de la publicité pour Marlboro dans des programmes jeunesse. Alors j'ai trouvé pour plein de marques, hein, M&M's, Nikon, Nutella, McDo, etc. Hein. Mais voilà, je trouve que c'est très très important de prêter attention à ces programmes-là qui sont spécifiquement destinés aux enfants et donc les annonceurs ciblent les 4-10 ans dans les programmes jeunesse. Hein. C'est une demande qui est faite par les annonceurs aux chaînes de télévision. C'est les 4-10 ans. Alors, les fictions animées peuvent également être le vecteur de pratiques publicitaires et où, voilà, donc on l'a vu, mais ou être conçues et réalisées de manière à offrir un contexte favorable aux annonceurs qui vont être présents dans les programmes jeunesse. Alors là, je vais vous passer un petit extrait. Oui, je vais citer, avant de passer mon extrait, les Piñatas, actuellement, diffusé par France 3 notamment. C'est un dessin animé issu d'un jeu vidéo. Et ces piñatas, ce sont des petits personnages, des petites mascottes qui se remplissent de friandises. Hein. Et donc tout tourne autour du bonbon. Alors je ne serais pas étonnée qu'Hasbro finance ce dessin animé. Je n'en sais rien, mais c'est plausible. Et donc à ce moment-là, on prête dans la bouche des personnages des propos qui vont appuyer le produit dont on a envie de faire la promotion. Par exemple, les piñatas, je suis remplie de bonbons, prête à faire le bonheur des enfants qui n'attendent que ça. Voilà. Et bon, c'est juste un exemple récent. On a aussi Charlotte aux fraises. Un papa récemment me dit, un papa de jeune petite fille, qui me dit, mais elles ne font que manger. Hein. Donc là, on va passer à Nini Patalo. Alors, j'ai eu un petit problème parce que justement, je voulais des exemples un petit peu récents là pour ma prestation aujourd'hui. Et voilà, j'étais sur France 3. J'ai bien eu toute l'émission. Vous savez, c'est à peu près de 6h du matin à midi quand c'est pas 6h45 hein, le matin. Et donc, j'ai pu l'analyser, etc. Mais dans ma copie, j'ai pas le son. Alors j'ai hésité, je me suis dit est-ce que j'amène mon exemple ou pas? Et je me suis dit si quand même il valait le coup, donc je vais vous donner la bande sonore à ma manière. Voilà, donc l'exemple 1 de Nini Patalo, parce que je crois que j'ai mis en 2 extraits. Oui, voilà. Bon, oui, là. Bon, j'ai pas pris là, mais lui, il dit qu'il n'y a rien, qu'il va falloir aller faire ses courses. Et après, donc, l'autre personnage va ouvrir le frigo. Et elle va dire... Non, oui. Bon, alors je vais dire... Et elle va dire, mais c'est le désert de Gobi là-dedans. Donc elle ouvre le frigo, elle dit, mais c'est le désert de Gobi là-dedans. Et Jean-Pierre, il faut vraiment qu'on aille faire les courses.
Jean-Pierre, c'est celui qu'on a vu allongé, je ne sais pas si on peut dire allongé, sur le canapé, voilà, avachi, je cherchais le mot, et Jean-Pierre, c'est le babysitter. Et à côté de lui, il y a un autre personnage qui figure sa fatigue, parce qu'il a été réveillé dans la nuit, parce que les personnages, là, le petit canard et la gamine, ils ont regardé un film d'horreur en mangeant une grande quantité de pop-corn. Et donc, la nuit, ils ont eu peur et ils ont réveillé le babysitter. Alors, Jean-Pierre, elle répète, Jean-Pierre, il faut vraiment qu'on aille faire les courses, il n'y a plus rien à manger, là. Et lui répond, désolé les enfants, je ne me sens pas de traîner ma grosse fatigue au supermarché, débrouillez-vous tout seul. Voilà, et maintenant, dans l'exemple 2, voilà, c'est là où il dit, débrouillez-vous tout seul, on va les voir au supermarché. Déjà, 5 minutes. Voilà. Et on va avoir un gros plan sur le caddie, c'est que des céréales. Voilà. Le problème aussi dans ces représentations, c'est qu'on nous présente des enfants ou des personnages qui consomment en très grande quantité. C'est pas je me mange un petit hamburger et puis point. Non, c'est de la consommation en grande quantité. Alors, voilà, on a aussi ces personnages, on les trouve devant la télé, donc ils affectionnent bien sûr les supermarchés et on va mettre dans leur bouche des propos comme « c'est agréable d'aller au supermarché ». Par exemple, ben oui, c'est bien là qu'est offerte la société de consommation. Alors, ça va être ici des assertions positives, mais parfois c'est par la négative, c'est-à-dire c'est en discréditant d'autres choses, par exemple comme dans les Totally Spies, et là c'est une maman qui me racontait qu'une fois sa gamine était devant la télé, elle passait par là, la mère, et elle entend une réflexion des Totally Spies, d'une espionne qui était appuyée contre une bibliothèque, les livres tombe sur elle, la bibliothèque, et elle dit « Je savais bien que je ne devais jamais m'approcher de livres ». Vous voyez qu'on a un tas de messages comme ça qui vont finalement, qui sont favorables à la consommation des produits vantés dans les écrans publicitaires. Hein. En même temps, ce que je voulais dire, oui, c'est que il n'y a pas seulement, par exemple, le fait de consommer une pizza, c'est que la pizza, elle va, dans un autre dessin animé, la Scooby-Doo, le personnage, il vient de prendre, comment dire, il vient d'être échaudé parce que sa petite copine le lâche. Hein. Et donc, il est malheureux, tout ça. Et à la fin de l'épisode, il y en a un qui dit « Bon, si on allait se manger une pizza devant un film, voilà. » Et lui, celui qui est déçu, qui connaît une déception amoureuse, il dit « Oui, est-ce que la pizza va m'aider à me remonter le moral ?» Question. Eh bien oui, la pizza va avoir ce pouvoir-là. Dans d'autres dessins animés, j'ai pu voir un personnage qui était tout seul, c'était le papa de Jimmy Neutron, et à un moment, il est vraiment tout seul, parce que bon, la ville a été effacée de tous ses habitants, alors premier abord, il se dit « Ah, super, je vais pouvoir profiter de tout ce que la ville offre », comme divertissement, consommation, etc. Puis à un moment, il commence à être vraiment, enfin, à connaître une grande détresse. Il se dit, ben non. Et puis, à ce moment-là, il aperçoit un camion rempli de tourtes. Il se dit, mais les tourtes, ça ne va jamais remplacer les êtres que j'aime, ma femme, mon petit Jimmy, etc. Eh bien si, il va profiter, il va consommer des quantités de tourtes, et c'est le bonheur.
Voilà, et je crois que ces petites choses très subtiles imprègnent les cerveaux enfantins plus qu'on ne le pense. Donc, voilà, je n'ai plus beaucoup de temps. Moi, je fais une observation par rapport à tout ça, c'est que je me dis que si les fictions épousent les discours publicitaires, les discours commerciaux d'une manière générale, eh bien, en fait, il faudrait qu'on leur applique les recommandations qu'on applique à la publicité. On a la RPP que vous connaissez, l'autorité de régulation des professionnels de la publicité, qui a une recommandation enfant par rapport notamment aux publicités alimentaires. Donc, vous irez la voir, hein, elle est sur Internet, sur le site de la RPP. Par exemple, un enfant, on ne doit pas profiter de la crédulité des enfants. On ne doit pas montrer des personnages en train de consommer de manière déraisonnable des produits alimentaires, etc. Eh bien, pourquoi ne pas appliquer le contenu de cette recommandation aux fictions animées, puisqu'elles épousent, les annonceurs sont présents d'une manière ou d'une autre dans ces fictions animées. Donc, autre chose, mais je ne vais pas avoir le temps de vous montrer, c'est l'enchaînement aussi entre la publicité, les bandes annonces et le programme. Et on avait fait des tests dès les années 80. On savait très bien que si on présentait un dessin animé comme, par exemple, Bob l'éponge, pour reprendre cet exemple, j'avais un exemple là, et qu'on diffuse un petit peu plus loin dans l'écran publicitaire une publicité pour un produit associé à Bob l'éponge, eh bien ça va créer plus de confusion dans l'esprit des enfants et plus de désir. Il n'y a pas de nécessité d'être dans des passages adjacents. Vous comprenez? Il suffit comme ça de placer un spot, Bob l'éponge, avec, je crois que c'était Flunch, dans le cas que je voulais vous montrer. Et en fait, on avait vu le dessin animé avant. Vous voyez, il y a confusion chez l'enfant. Donc, il n'y a plus capacité à nommer ce qu'il a vu. Vous voyez, je crois que vraiment, on peut le dire pour la violence, hein, mettre en mots ses émotions, mais c'est pareil pour la publicité. Voilà, alors, bon, 1 minute. Oui, pour conclure, alors, donc les conséquences, les répercussions dans la vie des enfants, on les a vues un peu tout au long de la journée. Bon, il n'y a pas de vérité absolue, on cherche, etc. Je crois que des semaines sans écran, c'est très intéressant. C'est pour ça que j'étais heureuse de pouvoir venir soutenir cette initiative de colloque, parce qu'effectivement, ça permet une conscientisation. Je pense que toutes les démarches d'éducation aux médias devrait être aussi quand même encouragée, facilitée. Moi, je fais de l'éducation aux médias toujours avec des exemples comme ça. Hein. Ce n'est pas l'éducation aux médias d'il y a 50 ans. C'est vraiment... pour moi, ce que je fais dans les sessions d'éducation aux médias, c'est toujours vécu comme une expérience. Hein. Autant l'exposition à l'image, c'est une expérience, mais l'éducation aux médias, c'est une expérience aussi. Et je crois que il faudrait aussi peut-être créer une sorte d'observatoire des médias, bénévole, complètement indépendant, bien sûr, des lobbies, des annonceurs, etc. Parce que je crois qu'on doit absolument avoir l'œil sur les contenus véhiculés auprès des enfants. Moi, je travaille maintenant aussi sur Internet, etc. Je n'ai pas voulu amener ça là-dedans, mais il y a quelque temps, comme Sophie Géel l'a dit, elle a trouvé un site, mais il y a quelque temps, moi, je suis tombée sur des sites de rencontres pour ados. Alors, j'ai fait un article sur mon blog là-dessus. Il y a des sites de rencontres qui ciblent les 10-25 ans. Alors,
Donc, il y en a même qui ne mettent pas d'âge minimum. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de dire, oui, si vous êtes célibataire, allez-y, allez sur ce site, etc. Qu'est-ce que ça veut dire être célibataire à 10 ans? Donc, enfin 10 ou 11 ans. Donc voilà, tout est marchandisé, tout est bon pour être commercialisé. Et voilà, je pense que il faut vraiment être davantage à aussi regarder ces programmes pour savoir ce qu'ils sont, et ça nous donne des éléments tangibles pour intervenir ensuite auprès des politiques, auprès des pouvoirs publics et auprès des professionnels des médias pour les responsabiliser. Merci de votre attention. Alors, on a plusieurs solutions. Est-ce qu'on passe la vidéo d'Hervé Kempf? Donc on va regarder une vidéo d'Hervé Kempf avant de passer aux échanges. Voilà, c'est pas très long. Et puis je vous rappelle qu'à la fin du colloque, il y aura un verre de l'amitié. Donc restez tous. Et puis le discours de clôture. Eh bien, c'est évidemment un conditionnement tout à fait intolérable de l'esprit humain. Je dirais même que ça ne concerne pas seulement l'esprit des enfants, mais nous sommes soumis depuis maintenant quelques décennies à un contrôle mental que l'on n'a jamais vu dans aucune période de l'histoire, puisque la majorité de nos concitoyens regardent la télévision 3 ou 4 heures par jour, ce qui est absolument énorme et qui les soumet à un conditionnement psychique tout à fait aliénant, qui les pousse à accepter le monde comme il est ou à vouloir acheter des choses dont ils n'ont pas besoin. Et le fait que cette extension de l'aliénation se fasse maintenant en direction des enfants est lui aussi tout à fait insupportable. C'est enrégimenté dès le début, dès le moment où le cerveau et la personnalité commencent à se former, et c'est nier finalement la liberté humaine. Eh bien, à l'heure actuelle, nous sommes tout simplement dans un régime capitaliste, arrivé à un point de dégénérescence tel que la majorité des gouvernements dans les pays occidentaux sont liés aux milieux d'affaires, sont même les représentants des milieux d'affaires dans bien des cas, et donc font en sorte de ne jamais s'opposer sérieusement aux desiderata de ces milieux d'affaires qui n'ont en tête que l'extension illimitée de leurs profits. Eh bien, une telle loi réglementant et même interdisant la publicité visant les enfants est tout à fait indispensable en France, et il est anormal que sur ce plan, la France soit en retard sur des pays comme le Québec ou la Suède, où une telle loi est déjà en vigueur. La publicité à destination des enfants doit être interdite au nom de la liberté. Voilà, on prend quelques questions dans la salle. S'il y avait des questions sur la table ronde. Oui, le micro sans fil est quelque part. Le libéralisme et les multinationales, où à la fin, étonnamment, il y a une pédopsychiatre américaine qui attire l'attention sur ces questions-là. Et dans ce que vous disiez, je me demandais si vous ne survalorisiez pas l'efficacité des filtres intentionnels. C'est sans doute bien éduqué, mais pour en discuter régulièrement, par exemple avec Michel Denorette, j'ai en tête cette expérience qui a été faite sur je crois, un clip par Philippe Maurice, un clip qui était censé dissuader les gens de fumer. Le contenu, c'était « Ne fumez pas, c'est mauvais pour vous ». C'était censé être passé dans les boîtes de nuit. Et le clip a été testé en laboratoire de psychologie sur des volontaires sains. Il augmentait l'envie de fumer. D'associer à une émotion positive ou négative, du moment que c'est imprimé de façon efficace, un peu indépendamment même du contenu intentionnel, il me semble. Oui, alors par rapport à la publicité Philippe Maurice, elle est toujours très ambiguë. En fait, à chaque fois que j'en ai vu, j'ai toujours trouvé qu'en fait, elle faisait la promotion du produit sous
comment dire, en feignant de dire qu'il fallait faire attention de fumer. Donc je ne sais pas qui est derrière, mais je suis très, très méfiante. Et partout j'ai trouvé de la publicité, comment dire, des messages visant à diminuer la consommation du tabac ou alertant sur les dangers du tabac. Apparemment, il y a quand même des gens qui sont spécialisés aussi chez Philip Morris qui infiltrent aussi ces lieux-là de prévention. Donc, pour moi, alors après, les filtres réceptifs, ça va dépendre des âges. Effectivement, je ne les survalorise pas, mais je dis que c'est quand même, disons, le contrat est un peu plus clair quand on a des indicatifs de début, des indicatifs de fin, bien que les chaînes maintenant fassent tout pour brouiller ces repères-là. Il y a un sacré mélange. On va utiliser par exemple la musique du dessin animé qui se termine pendant que se déroule le jingle de la publicité. Par exemple, on va faire des arrangements comme ça, où on diminue le temps du générique de fin, où on le supprime pour faire en sorte que nous soyons dans un flux d'images, effectivement, sans distinction. C'est le même univers. Pour moi, vraiment, les dernières analyses de programmes que j'ai faites, de programmes jeunesse, c'est vraiment un univers publicitaire de A à Z, fiction compris. Oui, il y a une autre question, plusieurs autres questions. Il n'y a plus de micro sans fil, je crois. Oui, mais il n'ira pas jusque là-bas. Oui, on vous écoute, oui, allez-y. Vous pouvez peut-être vous rapprocher, parce que là, on est arrivé à la limite de la technique. Voilà. Merci. Oui, j'avais remarqué que les émissions pour enfants et... vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Solène et je suis parent d'élèves et citoyenne, surtout. J'avais remarqué que les émissions pour enfants, la télé-réalité, etc., promouvaient un certain type de société, duquel, par exemple, la solidarité, l'empathie étaient discréditées, alors qu'est valorisée et survalorisée la consommation, la compétition, etc. Mais très naïvement, je croyais qu'en France, la publicité était interdite en dehors des spots publicitaires. Donc, qu'en est-il? Est-ce que c'est vraiment interdit? Et si c'est interdit et que ça arrive quand même, comment se fait-il que les gens ne soient pas sanctionnés? Voilà. Oui, on va prendre plusieurs questions peut-être. Monsieur, allez-y, oui. Sur les sanctions de... Bonjour, je m'appelle Jean-Pascal, pour Résistance à l'agression publicitaire. Donc c'est très bien la dernière table ronde qui parle de la publicité dans les programmes télévisés. Et justement, je voulais intervenir sur 3 points. Donc précédemment, là, il a été évoqué une question sur l'interdiction de la publicité dans les programmes pour enfants. Donc vos 2 interventions prouvent bien qu'il faut quand même prendre des mesures qui limiteraient, voire interdiraient les publicités dans les programmations d'enfants le matin. Donc j'ai été surpris, voire même déçu de la réponse de Madame Sophie Hegel, qui était plutôt... je sais pas comment... pour moi, elle n'a pas bien répondu dans le sens où il fallait faire quelque chose sous prétexte que la publicité finance les créateurs de dessins animés. Bon, faut savoir que la publicité... dans le monde, c'est le 2e budget mondial, après l'armement au niveau mondial, et que la publicité n'est pas gratuite, hein, elle est financée par le produit que l'on achète à la fin à la caisse des supermarchés ou dans n'importe quel magasin. On appelle ça une taxe ou une TVA privée que chaque consommateur paye dans le produit. Donc la publicité, elle n'est pas gratuite, même les cadeaux ne sont pas gratuits.
Et donc il existe des lois, hein. Il y a un projet de loi au Sénat qui est dans les cartons. Il n'attend plus que l'impulsion de la société civile par le biais d'une pétition ou quelque chose comme ça qui pousserait un peu les parlementaires à se préoccuper de la question, parce que vos commentaires prouvent bien qu'il y a des conséquences sanitaires considérables sur la consommation des produits sucrés, salés et gras. Donc ça sera toujours à la charge de la collectivité et des organismes sanitaires de s'occuper des maladies, des répercussions que génèrent ces produits empoisonnés. Donc en 2008, il y avait une proposition de loi justement pour faire inscrire les produits gras, sucrés, salés. Michel Alliot-Marie, ministre de la Santé à l'époque, a trouvé le prétexte de la crise et de porter entrave au développement des industriels pour retoquer ou ranger cette proposition de loi. Donc, mais en 2013, il y a toujours cette proposition de loi qui demeure au Sénat. Elle n'attend plus que la pulsion de la société civile pour qu'elle soit... donc c'est un sénateur vert qui a rédigé en 2013, en septembre-novembre 2013, cette proposition de loi portant... Alors, il faut voir le numéro, je ne l'ai plus en tête. Bon, la TVA privée dans le produit. Voilà. Et alors la publicité ne vend pas seulement un produit, aussi elle véhicule un comportement, un modèle, un état d'esprit à travers le produit. Il faut voir la filmographie publicitaire qui développe, qui génère un état d'esprit basé sur des antivaleurs en général. Le sexisme, bon, le machisme, le racisme, enfin tout ce que vous voulez comme ça. Hein? Pardon. Et c'est pour ça que je voulais que ce monsieur-là fasse partie des conférenciers. Bon, bah, pas moi forcément, mais oui. Quelqu'un de votre mouvement. Et là, à l'heure où elle est là, il nous reste un conférencier à écouter. Donc on va devoir... Ouais, je vais m'arrêter, d'accord. Vous m'aurez compris. Merci. On va peut-être répondre à la précédente question. On va répondre. C'était sur la loi sur la publicité. Alors, la publicité clandestine, le placement de produits, c'est interdit dans les programmes jeunesse. Alors, c'est le CSA, donc Sophie connaît bien, puisqu'elle y a travaillé, qui va intervenir, et certaines fois, certaines chaînes ont pu être interpellées par le CSA. Mais effectivement, ça représente tellement d'heures d'émission qu'il faut vraiment se trouver là au bon moment et repérer ce genre de choses. Par exemple, ce Nike, moi je ne l'ai pas vu au premier visionnement. J'ai un peu l'habitude maintenant de regarder et de décrypter. Donc j'avais enregistré, donc je suis revenue et j'ai fait de l'image par image et c'est comme ça que j'ai vu cette marque. Mais bien des fois, elles sont tellement discrètes. Je me souviens d'une autre marque dans Totally Spice aussi. C'est vraiment Totally Spice, c'est vraiment un dessin animé truffé de publicité clandestine. Et donc dans ce dessin animé, il était question de Fabio Salsa. Fabio Salsa, c'est une marque pour la coiffure. Hein. Et là, c'était juste déguisé. Elle voulait une petite robe de chez Fabio Salsa et elle ajoutait « c'est Total Tendance ». Quand je suis allée sur le site de Fabio Salsa, c'était vraiment le slogan de Fabio Salsa, « c'est Total Tendance ». Ça se terminait comme ça, le dessin animé. Donc, c'est pas si rare que ça. Et moi, je l'observe depuis que j'ai commencé à travailler sur les programmes jeunesse, donc depuis 1992 à peu près. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Là, oui. Ah oui, excusez-moi, allez-y, ouais. Concernant la réglementation, donc moi j'ai eu la chance de vivre au Québec où il y a une réglementation en vigueur qui concerne la publicité destinée aux enfants de moins de 13 ans. Le problème, c'est que cette loi existe, a été écrite en 1978 et n'a jamais été mise à jour. Donc on s'entend que les nouvelles stratégies marketing ne sont pas considérées dans cette loi. Donc c'est très bien qu'il y ait une loi en vigueur.
Le problème, c'est que l'application de cette loi n'est pas forcément optimale. Il n'y a pas d'organisme de surveillance dédié à l'application de cette loi. Donc oui, il y a une loi qui interdit sur le papier la publicité destinée aux enfants de moins de 13 ans, et dans la réalité, la publicité est existante et personne ne surveille. Parce qu'effectivement, c'est un boulot titanesque de surveiller, notamment avec les chaînes 24/24, les chaînes jeunesse. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Avant le discours de clôture, on prend une toute petite question très brève. Oui, voilà, bonjour. Donc c'est vrai que la dernière vidéo, donc très très brève, a montré qu'il y avait, comme dans le cinéma de propagande, fut une certaine époque, une propagande publicitaire, une propagande marchande, qui vise à faire croire, surtout aux jeunes téléspectateurs, que leur vie s'accroît avec la marchandise. Alors je vais essayer d'être bref. Est-ce qu'il ne faudrait pas, au niveau de l'éducation nationale, développer un programme peut-être plus intense, plus intensif de décryptage à l'image? Parce que c'est vrai qu'avec Nicole Lousteau ici présente, on a monté un atelier dans le cadre d'une association qui vise à porter un regard croisé sur l'impact de la publicité sur les jeunes et essayer de décrypter d'abord comment une publicité se construit, quel message elle véhicule et surtout l'impact souvent désastreux qu'elle peut avoir sur les jeunes. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas, comme il y a de l'éducation à la littérature, faire un peu plus d'éducation à l'image justement là-dessus? Et cette question, elle tombe bien, parce que la personne qui venait faire notre discours de clôture, c'est Christian Gautelier, qui est un expert en éducation médiatique. Alors, dans votre discours, M. Gautelier, si vous pouviez intégrer une petite réponse pour notre ami, ce serait parfait. Merci beaucoup.